Danseur, chorégraphe et directeur artistique, Paul-André Fortier a débuté sa carrière dans les années 70 au sein du mythique groupe de danse moderne Nouvelle Ère. Comme interprète, on l'a qualifié d'élégant et racé. Comme chorégraphe, il a toujours été audacieux, novateur, voire intrépide. Il créera 2 compagnies de danse, Fortier Danse Création et Montréal Danse. Durant 10 ans, il fut aussi professeur au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Il a à son actif une bonne 50aine d'œuvres qui ont fait de lui un incontournable de la danse contemporaine, ici comme à l'étranger. Reconnu largement à l'international, son œuvre est toujours synonyme de renouvellement et de dépassement. Celui qui se définit toujours comme un homme qui danse se raconte aujourd'hui à Aline Apostolska. Alors c'est une entrevue particulière, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister aux précédentes, mais ça ressemble un peu à une question de police, et pourtant ce n'en est pas une, mais néanmoins, la première question est nom, prénom, date et lieu de naissance. Alors, mon nom, André Fortier, devenu Paul-André Fortier quand je suis entré au pensionnat à l'âge de, je ne sais plus quel âge on a quand on entre au pensionnat, j'ai oublié, mais là, on m'a appelé Paul-André Fortier, ça m'est resté, parce qu'on était 2 à porter le même nom. Donc, c'est moi qui ai écopé de ce qu'il y avait sur mon acte de naissance, Joseph Paul André. D'accord. Et ça, c'était en 1960, je crois, autour de ça. Et date de naissance, 30 avril 1948. À Waterville. À Waterville. Je me demandais s'il fallait prononcer à l'anglaise ou à la française, mais étant donné que c'est à la frontière américaine, c'est pertinent. Mais comme c'était un village, et c'est toujours d'ailleurs un village qui est à peu près moitié-moitié, il y avait moitié anglophone, moitié francophone, donc j'imagine que les anglophones disaient Waterville et que nous, on disait Waterville pour se distinguer. Est-ce que ça a une importance, cette notion frontalière comme ça? Est-ce que ça a vraiment marqué votre entrée dans la vie, et notamment à cette époque-là, c'est-à-dire la fin des années 40? Est-ce que c'était la même estrie que celle qu'on connaît aujourd'hui lorsqu'on va vers le Maine? Les choses ont changé, bien sûr, mais comme mes parents étaient des commerçants, j'ai très vite été confronté aux 2 langues et à devoir m'exprimer dans les 2 langues parce qu'on avait un restaurant dans le village, donc on servait les gens, aussi bien les anglophones que les francophones, donc on était très jeunes obligés de répondre à la clientèle dans les 2 langues. Donc, je me suis rendu compte plus tard, en voyageant au Québec, par exemple, quand on arrive dans Charlevoix, quand on est au Lac-Saint-Jean, quand on est en Gaspésie, à des coins de pays qui sont exclusivement francophones, c'était pour moi quelque chose d'inusité. Donc, ça a été, j'ai eu à découvrir que le Québec n'était pas bilingue, mur à mur. Donc, et qu'il était préférable d'y parler français. Ben oui, ça c'est clair, mais quand on est enfant et qu'on est dans un village bilingue, on est confronté à ça au quotidien. On ne se posait pas la question de la même manière qu'on se la pose aujourd'hui. Mais c'est un héritage que je ne renie pas et dont je garde toujours un excellent souvenir. Quel souvenir avez-vous, vous, de cette époque-là, c'est-à-dire les années 50? Parce que vous naissez à la fin des années 40, votre enfance, c'est les années 50. Et je me souviens que l'univers du spectacle n'existait pas. On avait accès à très peu de choses. Mes parents n'étaient pas des gens cultivés, ce pas des gens qui étaient allés à l'école, donc c'était des commerçants qui s'étaient forgés à force de travail, qui se sont forgés une vie intéressante. Mon père était très impliqué socialement dans la communauté du village. Il était échevin, il était
président de la commission scolaire à une certaine époque. Ma mère faisait le type de bénévolat qu'on faisait à cette époque-là. Elle était aussi impliquée socialement. J'ai revu des photos où elle avait fait, avec d'autres dames du village, une espèce de collecte de fonds pour venir en aide à des gens démunis qui venaient d'ailleurs, bon, etc. Donc, c'est des photos qu'on retrouve et qui... Bon, on se dit, on avait des parents qui étaient quand même soucieux de l'ensemble de la communauté du village. Donc ça, même si nous, on n'y est pas impliqués à ce moment-là, ce sont quand même des gestes qui nous marquent, qu'on enregistre et qui reviennent plus tard, qui font « Ah tiens, j'ai été forgé, moi aussi, avec ça ». Donc, c'est ça les souvenirs que j'ai de cette Est-ce que vous voulez période. dire par là que c'est aussi une conscience justement du groupe, de la place qu'on a dans le groupe? Oui. Parce que dans tout ça, il y a une conscience du rôle, mais simplement aussi de la reconnaissance qu'on peut avoir au sein d'un groupe. Est-ce que vous étiez d'emblée à l'aise avec cette notion justement de place, de prendre sa place à l'école, par exemple, dans le voisinage? Ben, on était, comme je vous disais plus tôt, c'était une famille de commerçants, donc tout le monde nous connaissait, on connaissait tout le monde. Dans un village, mon père était barbier, donc il avait affaire à tous les hommes du village, ou presque. C'est une place stratégique. Ben voilà, et puis c'était aussi un peu le confident de beaucoup d'hommes. Il s'est dit beaucoup de choses dans son salon de barbier, et des choses de divers ordres, que ce soit d'ordre politique, d'ordre de la politique locale, puis aussi d'un ordre, je pense... intime? Très intime et très privé. Je pense qu'il y a des gens qui se confiaient à mon père, et mon père c'était un homme extrêmement généreux. Alors, je sais que, bon, il a aidé beaucoup de gens. Et en même temps, on vivait, donc, il y avait ce salon de barbier, il y avait le restaurant, donc on vivait parmi les gens. Quand vous repensez au petit André que vous étiez, les premières années d'école, est-ce que vous aviez des affinités particulières avec des intérêts particuliers, des matières que vous aimiez et d'autres moins? Quel est votre souvenir de cette période-là? Les souvenirs que j'ai de mon enfance, de la petite école, j'ai pas de grands souvenirs de l'école. J'ai des souvenirs d'après l'école et des souvenirs de vacances, des souvenirs d'enfant de chœur, parce que j'étais enfant de chœur, donc déguisé. C'est tout de même un certain spectacle. Déguisé qui participe au spectacle, et j'aimais avoir les premiers rôles. Je voulais être... Il y avait enfin, dans les grands-messes à l'époque, il y avait les turéféraires et les cérémoniaires. Le turéféraire, c'est celui qui était chargé de l'encensoir. Et celui qui était chargé de l'encensoir, il faisait du bruit et il faisait de la boucane. Et donc, il était très visible, c'était vraiment le premier rôle des enfants de chœur. Et moi, c'est celui que je convoitais. C'était ça. Après, j'ai été appelé une fois à jouer un très grand rôle. Il y avait eu une ordination, figurez-vous, dans notre église, et j'ai été porte-micelle pendant une cérémonie d'à peu près 3 heures. J'ai cru que les bras allaient m'arracher du corps. Parce qu'il faut le tenir comme ça, et puis il y a la crampe des biceps qui fait qu'il y a un moment où on est au bord de tourner de l'œil et d'échapper le gros micelle. Mais c'est pas arrivé parce que... C'était un certain apprentissage pour la suite, où il a fallu tout de même travailler les bras. Tout à fait, ça m'a servi, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai une crampe en plein spectacle, je me dis, ben, tough! Tout de même, ce que j'entends là, c'est que, bon, il y avait aussi cette part de l'imaginaire que vous évoquez immédiatement, vous évoquez tout de suite ce qui était un peu l'à côté ou le non prévu. Mais j'ai fait beaucoup de théâtre à cette époque, avec ma sœur cadette, ma sœur Denise, elle est là d'ailleurs, elle va s'en rappeler, où on se déguisait, il y avait ce qu'on appelait le dessous de la galerie. On avait une grande véranda et il y avait une espèce de cave à cette véranda. Et mon père, pour je ne sais pas quel usage, avait acheté un espèce de gros rouleau de tissu blanc qui avait une odeur très forte.
et une odeur d'humidité accumulée, tout ça. Bon. Et nous, on se faisait des décors sous la galerie avec ça et on jouait des drames. Quand ma grand-mère partait, qu'elle allait en visite chez une de ses filles à Cowansville ou ailleurs, on investissait son appartement et on jouait des drames. Mais c'est à quel âge ça déjà? Ça a commencé petit? Bon, je ne sais pas, 7 ans, 6 ans, 5, 6, 7, 7 Mais des ans, drames, en on fait, faisait du inspirés, théâtre. inventés ou Inventés de toutes pièces. Il fallait pleurer, il fallait crier. Ça, c'était les deux ingrédients. Et se mettre à genoux, souffrir, implorer, je ne sais pas. Tous ces trucs-là. Je ne sais pas où on prenait ça. C'était... Ça ressemble à la Passion du Christ. Ça ressemble, ben oui, mais... c'est ça qu'on nous édifiait avec des spectacles de Jésus, de Marie, des pièces de théâtre amateurs au sous-sol d'église, etc. Donc, on reproduisait ce qu'on voyait. À l'époque aussi, à la télé, les premiers feuilletons à la télé, c'était La famille Plouffe. Alors là aussi, ça criait, ça pleurait, et puis ça implorait. Bon, alors on reproduisait ça, on se déguisait, je mettais des grands draps, des grandes capes sur le dos de ma pauvre sœur en été, et là, elle était dans le jardin, elle marchait comme une reine avec une grosse fleur attachée là, avec une épingle à couche. C'était vraiment... Mais nous, on y croyait. C'était vraiment du théâtre. Elle était la reine d'Angleterre qui traversait le parc du palais. C'était magique. Et pourquoi pas? Mais oui, mais est-ce que ça voulait dire que la religion, outre son côté justement extrêmement ostentatoire et puis théâtral, avait une part dans votre éducation, vous a marqué? Pour moi, c'était une initiation au spectacle. Oui. Clairement, donc, c'était pas dans la foi. Non, c'était le spectacle qui m'intéressait. Mes parents ont eu un grand souci de nous faire éduquer, de nous faire instruire. Et à chacun des 5 enfants, ils ont proposé l'école privée. Donc, on est allé, moi j'ai fait mon cours classique, le bon vieux cours classique, avec le grec, le latin, l'anglais et le français, les 4 grammaires en simultané. Ça forme un esprit. Oui, et le Lagarde et Michard. Et le Lagarde et Michard, donc j'ai fait ça, j'ai fait au complet. Ça fait des différences entre les générations. Ben voilà. Oui. Et donc c'est plus au séminaire de Sherbrooke, où j'étais pensionnaire, que j'ai découvert le monde de l'écriture, le monde, cet univers sans... Il n'y a pas de limite. C'est sans fin ce qu'on peut lire. Donc j'ai été plus attiré par la littérature que par toute autre matière, si on veut. Ce qui est extraordinaire quand on pense à cette époque-là, c'est que là, on est dans le début des années 60, donc, ou dans les années 60. Donc il y a toute cette révolution culturelle en marche. C'est aussi l'explosion de la littérature, mais bientôt, évidemment, celle de la danse et du théâtre. C'est vraiment une époque bénie, justement, pour tous les changements, non seulement politiques, mais surtout culturels. Mais j'ai été béni un peu plus tard. Dans le sens où, comme je vous disais, j'ai choisi la littérature à l'Université de Sherbrooke parce que c'était pour moi une ouverture sur le monde de la création et le monde de l'art. Et j'ai fait mon premier voyage en Europe en 69. Et là, ça a été vraiment un émerveillement. Vous avez 21 ans, 69. J'ai 20 ans. Oui, 20 je découvre qu'il y a autre chose que les cantons de l'Est, qu'il y a autre chose que... Et d'autres frontières. Et je ne connaissais pas Montréal à cette époque-là, ou très peu, parce qu'on ne venait pas si régulièrement que ça à Montréal. Et j'étais occupé par mes études aussi. Je veux dire, quand j'ai fait la scolarité de maîtrise en lettres, j'ai jamais terminé le mémoire parce que j'ai commencé à danser. Et quand j'ai terminé mes études de littérature à Sherbrooke, j'ai tout de suite trouvé un emploi de professeur de littérature au cégep de Granby, le cégep de Sherbrooke, campus de Granby. Et je garde un souvenir impérissable de mon premier été d'enseignement où j'étais frais émoulu de l'université et je donnais un cours essai et linguistique. J'ai 23 ans et demi, 24 ans tout juste.
Je donne un cours à des professeurs du secondaire Oui, qui qui était à ont peine... 40 ans, ah, oh. et j'en ai 23, 24. Ils ont 40 ans et ils ont de l'expérience d'enseignement, ce que moi, je n'ai pas. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un portrait de la situation, mais ça a été une aventure assez périlleuse. Mais comment est-ce que vous y êtes, vous, venu de la littérature à la danse contemporaine, et puis assez rapidement, parce qu'il y a toute cette... Il y avait déjà le groupe de la Place Royale, mais vous allez choisir l'autre groupe, justement. Ça va être une question que je vais vous poser. Comment avez-vous choisi d'aller plutôt dans le groupe de Nouvelle Ère, plutôt que dans celui de la Place Royale, qui était plus ancien, d'où est issu Jean-Pierre Perrault, bien sûr avec Jeanne Renaud et Peter Bonham. Et vous avez choisi Martine Époque. Ben, je n'ai pas choisi, c'est eux qui m'ont choisi. Dans le sens où j'étais donc professeur de littérature au Cégep de Granby. J'ai une collègue qui est prof d'éducation physique qui, à chaque année, faisait un petit spectacle de danse. Je ne saurais pas comment le qualifier aujourd'hui. De la danse. Elle faisait de la danse avec les jeunes. C'était formidable. Et moi, je faisais du théâtre avec eux. On m'avait collé tous les cours, tous les groupes de théâtre. Donc, je pense que j'ai fait des cours pédagogiquement très inventifs avec mes étudiants au cégep. Et un jour, elle m'a invité à voir une répétition du petit numéro qu'elle présentait pour la fin de l'année. J'y suis allé et j'ai donné des conseils. Je n'avais jamais vu de danse. J'avais vu Casse-Noisette à l'Université de Sherbrooke et les princes et les princesses ne m'ont jamais vraiment excité, donc ça ne m'avait pas intéressé. C'était à l'époque avec Earl Crawl et Lois Smith, deux grands danseurs du Ballet national du Canada. On est dans les années 60. Et donc, elle me dit, mais tu as l'air de connaître la danse. Mais je dis, non, je connais rien, mais j'ai fait de la gymnastique au collège, parce que ça, c'était vraiment obligatoire. Donc, des pieds pointés, des jambes tendues, des tours et tout ça. Bon, on avait fait ça dans la gymnastique au sol, aux appareils, etc. Donc, j'avais quand même une idée du fonctionnement du corps. Bon. Avec des dispositions physiques, oui. Oui. Et donc, elle me dit, il y a le groupe Nouvelle Ère qui offre un stage d'été. On est à l'été 1972. Et elle dit, ça serait bien si tu venais avec nous. Elle et une de ses collègues. Alors, elle dit, on a loué un appartement à Montréal. On va s'installer à Montréal pour 3 semaines. Et on va faire un stage. Alors, j'y suis arrivé. Et là, j'étais très, 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 très gêné parce qu'il fallait faire des exercices, il fallait être classé. Alors, il fallait mettre des collants. Ça, c'était pas évident pour un gars qui vient de Waterville et qui n'a jamais mis de collants. Et puis, les costumes de cyclistes sont venus beaucoup plus tard. Donc, on n'était pas rompu à cette allure de mouche qui dévoile tout. Et qui était plutôt déguisé en enfant de cœur jusque-là. Oui. Alors, donc, mettre des collants, c'était une épreuve. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas de plaisir sans épreuve. Donc, on va subir ça et puis on verra. Et ils m'ont classé en intermédiaire. D'emblée. D'emblée. Alors, je m'entends vous dire que j'ai ramé. Mais c'était fascinant. C'était un monde où j'ai trouvé que les gens étaient beaux, les gens étaient attachants, les profs étaient extraordinaires. Et j'en garde un souvenir toujours aussi merveilleux. Et j'ignorais même l'existence du groupe de la Place Royale. Là, je m'amusais. J'étais au cœur de quelque chose que je découvrais. J'avais aucune distance dans ce que je faisais, mais j'aimais ça. Et c'était la première fois que je pouvais toucher concrètement au milieu artistique, à un milieu de création, un milieu de fou. Et parce que c'est comme ça qu'on percevait, il y a tous les préjugés favorables et défavorables sur le monde de la création et tout ça. Quand on vit dans un village, Montréal, c'est loin, et le monde du spectacle, c'est un monde mystérieux. Et là, j'avais mes 2 mains dedans. Et en collant. Et en collant avec ça. Donc, là, c'était vraiment la découverte d'un monde. Et enfin,
cette espèce de rêve d'enfance que j'avais de la création, de la performance, du théâtre, du jeu, oui. Enfin, j'y touchais. Il y avait quelque chose là qui était concret. Et pour moi, les danseurs à cette époque-là, les danseurs de la compagnie, étaient extraordinaires. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais, ben, j'aurais certaines réserves sur leurs aptitudes, mais bon, c'était un contexte, c'était un moment dans l'histoire du développement de la danse, et moi, je les trouvais extraordinaires. Il y a à peu près à l'époque où vous arrivez, 72, 73, donc il y a une effervescence extraordinaire, et puis quand même, le groupe Nouvelle Ère, c'est vous, mais c'est aussi Édouard Locke, c'est aussi Louise Le Cavalier, Ginette Lorrain, Daniel Léveillé. Il y avait du beau monde. Ben, c'est-à-dire que c'est effectivement les fondations. Oui, tout à fait. Une autre part de fondation. On était au groupe Nouvelle Ère. Bon, ce qui s'est passé dans la petite histoire, c'est que Martine Époque me dit « Vous avez du talent ». Mais je retourne à ma tâche d'enseignement. On vous avait dit que vous n'avez pas de talent pour le théâtre. On m'avait dit que je n'avais pas de talent pour le théâtre. Elle me dit « Vous avez du talent ». J'ai 24 ans, je suis un adulte. Je suis professeur à temps plein dans un collège, j'ai un salaire, je n'ai pas besoin de ça. Et elle me dit, vous avez du talent. Je retourne à Granby, on prépare la session d'automne, je prends ma voiture et je vais la rencontrer à l'Université de Montréal, où elle était prof d'éducation physique, et je lui dis, est-ce que vous étiez sérieuse? Elle me dit oui. Et là, j'ai fait ni une ni deux. Je me suis inscrit à l'école Nouvelle Ère. J'enseignais toute la journée à Granby. Le soir, je venais prendre les cours à Nouvelle Ère. J'ai fait ça pendant une session. Après, je suis déménagé à Montréal. Et là, je faisais les cours tous les soirs à l'école de Nouvelle Ère. Le samedi, j'allais à l'école des Grands Ballets canadiens. Et après, quand j'ai pu organiser mon horaire d'enseignement, je faisais les classes l'après-midi. J'enseignais le matin à Granby, je faisais les classes l'après-midi, j'assistais aux répétitions des danseurs et je faisais l'école le soir. Ça s'appelle de la folie, mais c'était comme ça. Mais ça s'appelle une passion. Ben ça voilà. s'appelle une passion. Et Voilà. ce que vous dites là, aujourd'hui, avec votre analyse d'aujourd'hui, est-ce que, en y pensant, vous voyez une écriture, une singularité qui va se développer, comme on sait qu'elle s'est développée. Mais est-ce que déjà, à l'époque, cette singularité au croisement des influences, parce que je crois que la danse québécoise se définit par le fait qu'elle a à la fois inclus les influences et en même temps développé quelque chose de tout à fait particulier. Ben, est-ce que ça se voyait déjà? Oui, parce que Martine elle était directrice de la compagnie. C'était des compagnies qui n'avaient pas de moyens. Hein. On y allait tous un peu de... On était danseurs un peu bénévoles, je dirais, dans tout ça. Mais il y avait quelque chose de tellement fascinant. Et Martine ne chorégraphiait pas tout. Donc, il y avait Paul Lapointe qui faisait de la chorégraphie. Il y a Hiro Tembec qui a fait de la chorégraphie. C'est elle qui a donné la première chance à Édouard Locke à l'issue d'un stage. Elle a dit, ben écoute, j'aimerais ça si tu faisais une pièce. Il a fait T'envoler. Il y avait Ginette Lorrain, Philippe Vita et moi qui dansions dans cette première pièce d'Édouard Locke. J'en garde un souvenir absolument extraordinaire. Parce que, et là, ça a été la première fois dans toute mon histoire, et ça demeure la première fois dans toute mon histoire de la danse, où j'ai dansé une pièce où je me suis senti personnellement interpellé. Non pas comme interprète, mais par ce que la pièce véhiculait, par le contenu de la pièce. C'était un trio T'envoler. La première pièce d'Édouard Locke, c'est 1975, dit Madame Fèvre. Alors, qui elle-même était dans le groupe Nouvelle Ère. Elle était membre du groupe Nouvelle Ère, donc il faut que je fasse bien attention à ce que je dis, parce qu'il y a des témoins qui peuvent me reprendre si je dérape. Mais non, là, je me suis dit, la danse contemporaine, on n'était plus dans le divertissement, on était dans un discours, et un discours qui, pour moi, avait la même force évocatrice qu'un récit. Avec une écriture et un point de vue qui faisait en sorte que le spectateur était troublé
déstabilisé, que le spectateur était amené à réfléchir, à se poser des questions. Et là, je me suis dit, la danse a aussi cette force-là, cette capacité-là. Et là, ça a été pour moi, disons, un moment très fort dans mon parcours, cette pièce-là. C'est vraiment une pièce fondatrice dans ma compréhension de la portée que la danse peut avoir. C'est une période de conscientisation, de choix, parce que ça s'est fait un peu comme ça par hasard, par affinité. Puis là, on arrive à la fin des années 70, on va avancer un petit peu. Et effectivement, vous chorégraphiez en 78 la pièce dont vous parliez, Derrière la porte, un mur, Oui. également Image noire. Oui. Comment se fait, tout à l'heure, justement, cet aspect intéressant, comment êtes-vous passé du rôle d'interprète à celui de chorégraphe, parce que c'est quelque chose qui s'est énormément développé après chez vous, puis qui a pas pris le pas, mais après ça vous êtes devenu chorégraphe et danseur, mais quand même la chorégraphie est devenue le centre. Oui. Et ça s'est fait rapidement, parce que quand même en quelques 3-4 ans, comment s'est faite cette conscience, outre le désir d'essayer quelque chose? Vous avez quand même créé votre compagnie l'année d'après, en 79. Il y a vraiment une inscription choisie. Alors, c'est plus un hasard, c'est quelque chose qui est un choix artistique. Oui. J'avais le désir de créer une danse qui irait au-delà du divertissement. Une danse qui allait, à une certaine époque, qui était provocatrice, qui était iconoclaste, dérangeante. Il y a des fois où j'ai peut-être tapé 3 fois trop fort sur un clou qui était déjà rentré, mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est ça la création. Et j'ai donc créé tout un univers d'images assez troublant, je crois, qui avait une portée, il y a une réflexion sur l'humain, sur les travers humains. Donc, ça faisait nécessairement une danse qui n'était pas très belle. C'était pas une danse de divertissement, c'était une danse de réflexion ou de provocation. Je garde un souvenir extraordinaire de la réaction de Ludmila Chiriaev quand elle a vu sur son bureau au Grand Ballet canadien l'affiche de mon premier spectacle à titre de chorégraphe indépendant, « Parlez-moi donc du cul de mon enfance ». Oui, j'ai le titre ici. Ça fait référence à quelle partie de votre enfance? Parce que tout à l'heure... C'était pas nécessairement la mienne. C'était l'époque où les femmes prenaient beaucoup la parole et où les hommes ne réagissaient pas beaucoup à cette parole de femme. Et donc, j'ai imaginé un spectacle où je donnais la parole à un homme. Et donc, pour fabriquer le texte, le long monologue de Luc Morissette, il a improvisé pendant des heures sur ce qu'est être un homme et qu'est-ce qui nous a fait. Je me souviens d'une de ses répliques, il fallait voir grand et pisser loin. Oui. C'est une grande réplique de ce spectacle qui dit à peu près de quel bois on se chauffait dans ça. Alors, je me souviens d'avoir organisé des concours avec C'était très important, cette parole d'homme. Et pour moi, la danse pouvait porter ça à cette époque-là. Pourquoi à cette époque-là? Parce que est-ce que la danse contemporaine porte autre chose que ce discours-là? Est-ce qu'elle a jamais été un divertissement? Que je sache... la danse classique est très divertissante. Non, la danse contemporaine. La danse contemporaine, beaucoup moins. Dès le début, elle est d'abord un discours et une revendication et une réflexion. Mais bon, quand j'étais au tout début de mes expériences de création, et là, c'était vraiment un mélange de théâtre et de danse, parce qu'il y avait ce comédien qui était assis pendant toute l'heure que durait le spectacle et qui disait ce long monologue. Et il y avait 3 interprètes qui évoluaient autour de lui dans une espèce de cage blanche, toute blanche, un univers un peu étrange. Donc déjà justement cet art total dont on parlait, avec à la fois l'univers des mots qui est le vôtre, celui du théâtre, ça va rester parce que vous n'allez cesser de collaborer avec d'autres arts, d'autres artistes, évidemment art visuel, mais aussi la musique, mais toujours la littérature.
quasiment La toujours. littérature, je pense que c'est pour moi quelque chose ça fait partie de mon histoire. Donc, et très souvent, la façon dont je conçois les chorégraphies que je fais, parfois, la structure qui s'impose, c'est presque une structure de récit ou une structure d'écrit. Alors, pour moi, ça... Et aussi, bon, bien sûr, il y a les récits, mais il y a aussi les essais qui font réfléchir, les essais qui font qu'on est confronté à une pensée qu'on ne partage pas et avec laquelle on doit se battre. Et je me disais, pourquoi quand on va au spectacle, il faudrait toujours être enchanté par ce qu'on voit? Je me dis, j'aime bien parfois voir des choses, on le fait facilement avec le cinéma, être confronté à des scénarios qui nous bousculent, qui nous confrontent à nos limites. Et je me dis, pourquoi la danse ne ferait pas ça? Et c'est beaucoup là-dessus que j'ai travaillé. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur les travers humains, des images comme j'en ai créé dans Fin, ou des images qui étaient inspirées par Jacques Cardon, qui était un des illustrateurs du Canard enchaîné, que j'ai rencontré à Paris, avec qui j'ai travaillé sur Fin. Ça, c'est en 81, oui. Oui, des hommes et des femmes avec des pierres grosses comme leur tête, qui doivent traîner des pierres attachées à leur tête par un câble. Bon, ce sont des images extrêmement éprouvantes. C'est une forme de Sisyphe contemporain, etc. Bon, ce sont des images qui, moi, m'interpellaient beaucoup. Voilà, donc dénoncer des travers dans violence, ce couple qui se tape dessus sur de la musique qu'on entend chez le dentiste, de la musique lessivante qui fait qu'on n'a plus d'émotion, on n'a plus rien, on est complètement gaga. Bon, est à ce couple extrêmement violent et extrêmement... dont le désir et la réalisation du désir passent par la violence. C'est une histoire terrible. Qu'est-ce que les mots ne disent pas que la danse peut dire et vice-versa? Ben, la danse, c'est une expérience du corps. Je pense qu'on est atteint comme spectateur dans son corps, pas dans sa tête. Ça passe d'abord par le corps, pour moi, c'est une expérience purement physique. Je pense que les spectateurs, quand ils regardent la danse, s'ils sont très attentifs à ce qui leur arrive physiquement, ils vont se rendre compte qu'ils éprouvent beaucoup d'états différents. Il y a des états de tension, des états d'abandon, des états d'émotion. Il se passe une foule de choses dans le corps de celui qui est témoin. Qui danse aussi, forcément. Je suis certaine que vous et moi on pourrait parler pendant 3 heures, mais on n'en va pas pouvoir le faire, alors j'essaye d'avancer un peu. Mais dans votre processus, est-ce que comme très très souvent, les chorégraphes partent de l'écrit ou d'une image ou d'une idée, ça se passe comment? Ou alors d'une collaboration? Est-ce que chaque pièce est différente, mais quand même, est-ce que vous avez, avec votre parcours, une constante qui se dégage? Je me rends compte que les derniers processus de création et ceux sur lesquels, ceux que j'ai amorcés pour les saisons à venir, le processus a beaucoup changé depuis mes débuts. Maintenant, la gestation est beaucoup plus longue. Et il y a beaucoup plus de choses qui se croisent qu'avant. Il y a des souvenirs de lecture, il y a une forme, une couleur, il y a une situation. Bon, il y a une idée, bien sûr, par exemple, Cabane, la dernière pièce que j'ai faite. Bon, il y a cette idée d'une cabane, mais cette idée de cabane, elle est venue sous diverses formes. La première fois que l'idée de la cabane m'est venue, j'étais au Japon et j'ai vu des cabanes et ça m'a interpellé. Après, je me suis retrouvé à Nancy, en France, à danser le solo 30-30 sur le toit d'une cabane. Donc là, la cabane s'est ancrée davantage dans mon imaginaire. En 87, vous fondez une compagnie, et pas la moindre,
une autre compagnie que la vôtre, qui est déjà en fonctionnement depuis le début des années 80 et qui est Montréal Danse. Alors ça, c'est aussi... pourquoi avoir voulu fonder une autre compagnie? J'ai eu envie d'une compagnie dont je ne serais pas l'unique responsable, l'unique créateur, et je me suis dit, il est peut-être temps qu'on commence à penser au répertoire québécois. Et je pense que j'étais 20 ans en avance sur mon temps. Ben oui, alors, ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a pas décollé comme j'aurais souhaité que ça le fasse. J'aurais aimé que cette compagnie s'approprie, enfin, se constitue un répertoire de la danse québécoise, de sorte que les créateurs n'aient pas ce souci-là, qu'on puisse aussi inviter plein de créateurs à créer des œuvres chez nous, ce que Montréal Danse continue à faire, parce qu'il n'y a pas de chorégraphe. C'est ça, c'est une compagnie qui invite des chorégraphes pour faire une création à chaque fois. Oui. Et je pense que je l'ai fait trop tôt. Je pense qu'on arrive maintenant, en 2010-2011, à se soucier du répertoire qui a été créé au fil des ans, depuis la fin des années 40, si on pense aux œuvres de Françoise Sullivan, qui tiennent toujours la route d'ailleurs. Je pense qu'on commence à se soucier de la conservation de ce répertoire. Et je pense que sa transmission. Et que ça pourra éviter aux jeunes chorégraphes d'essayer de tout réinventer, ce qui ne les empêchera pas de le faire. Mais et je pense que c'est important qu'ils le fassent aussi. C'est votre quarantaine, à la fin des années 80, là, et puis vous commencez une trilogie de solos marquante, en plus avec une grande artiste, une autre grande artiste plastique. Bien sûr, ça a fait date. C'est les Malzeur, la tentation de la transparence, et puis Bras de plomb. Ça, c'était le bras qui portait le coussin. Non. En tout cas, c'est le début, justement, le début des années c'est de 89 à 93 avec Betty Goodwin. Oui. C'est toute une aventure. Comment êtes-vous revenu ou arrivé au solo Pourquoi avoir ce besoin-là alors que vous aviez déjà développé beaucoup d'autres choses? Oui, j'ai fait beaucoup de pièces de groupe avec ma compagnie, et quand j'ai fait les Malzeur, avant de faire les Malzeur, j'ai fait un premier spectacle solo où j'ai invité plusieurs chorégraphes québécois à faire de courtes pièces pour moi. Et bon, c'était pour me faire plaisir. J'avais 40 ans passés, je me suis dit, j'ai encore envie de danser. Le meilleur moyen, c'est de me commander des petites pièces et puis de voir qu'est-ce qu'on fera avec ça. Et ce spectacle a eu beaucoup de succès. Il a tourné partout au Canada. Donc, la graine était plantée pour faire que moi, je me fasse un spectacle solo. J'ai fait les Malzeur dans le cadre du Festival de Nouvelle Danse. Ça aussi, ça a marché très bien. J'ai donc récidivé avec La Tentation de la Transparence. La Tentation de la Transparence, c'est un spectacle qui me faisait peur et j'ai eu envie d'être accompagné dans ce spectacle. Et c'est comme ça que j'ai approché Betty Goodwin. Et Betty, quand j'ai demandé qu'on m'organise un rendez-vous, je lui ai expliqué ce que je souhaitais faire. Et elle m'a dit, mais vous n'avez absolument pas besoin de moi. Tout ce que vous voulez faire, c'est très, très clair. Et puis, bon. Alors, je l'invite à voir les Malzeur, qui étaient en représentation. Elle est venue dans la loge, elle a dit, on va travailler ensemble. Alors là, il y a quelque chose qui, au-delà des mots, a cliqué, comme on dit en bon québécois, et on a fait cette première collaboration. Et je ne sais pas, elle m'a rassuré, si on veut. La proposition de La Tentation était une proposition, à mon avis, risquée, en tout cas pour l'interprète, et aussi pour le chorégraphe, parce que c'est une danse sur une plateforme assez petite, avec les spectateurs sur 4 côtés. Les spectateurs sont à 1 mètre ou 1,50 m du danseur. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans les paramètres de la scène où l'éloignement efface beaucoup de choses. Alors là, on est dans une grande proximité
où le spectateur est témoin de l'effort, est témoin du travail intense du corps pendant une heure, témoin des tensions, des moments de vertige et tout. Enfin, tout est vu, tout est dévoilé. Et puis, bon, mais en même temps, pour un interprète, c'est un moment, pour moi, c'est un des, disons que les deux choses les plus exigeantes et les plus satisfaisantes auront été la tentation de la transparence et le solo 30-30. Parce que dans les deux cas, tout est montré. Dans les deux cas, les spectateurs sont très proches. Et dans les deux cas, il n'y a pas tout l'appareil, le gros appareil scénique n'étant pas là, il reste le rapport entre le danseur et le spectateur, dans sa plus simple expression. Justement, j'allais dire, c'est la tentation de l'épure aussi. Oui. C'est cette volonté de... quand on voit aussi le solo 30-30, où... je voudrais qu'on regarde des images, parce que Bien. là... alors, donc, on va commencer par des images que je vais demander qu'on passe à la suite, en fait, c'est-à-dire des extraits qui commencent en 2001 et puis 2004, où justement... on va pouvoir parler, c'est autre chose, c'est un autre propos, et on va finir par le solo, justement. Alors c'est tension et lumière.
seulement relancer, mais vous avez fait prendre une expansion aussi tout à fait nouvelle à votre propre danse et à votre propre création, en vérité à l'âge où d'autres s'arrêtent de danser. Donc c'était tout un défi autre, et parallèlement à toutes d'autres nouvelles générations qui se sont développées. Est-ce que pour vous, c'est important qu'aujourd'hui la danse québécoise puisse justement regrouper, contenir tout cela? Est-ce que c'est sa richesse? Mais oui, et c'est vrai pour toutes les formes d'art, toutes les disciplines. On ne peut pas avoir que des jeunes chorégraphes et des jeunes danseurs. Je pense que ça serait ennuyant. Je pense que c'est la même chose en littérature, c'est la même chose. Bon, Betty Goodwin, pour moi, c'était un modèle. Je veux dire, elle me disait qu'avant 50 ans, elle n'avait rien peint. Si elle s'était arrêtée à 52 ans, on n'aurait pas eu droit à la Betty Goodwin qu'on connaît. Françoise Sullivan est plus puissante qu'elle n'a jamais été à 85 ans. Donc, je me dis pourquoi on s'arrêterait. Merce Cunningham est un exemple extraordinaire de force créatrice et de progression. Il n'a jamais arrêté. Et Merce est un bel exemple de quelqu'un qui a vécu toujours dans le temps où il faisait ses créations. Je veux dire, il a utilisé les nouvelles technologies. Ah oui, il en a même créé. Il en a créé. Bon, alors, voilà, c'est très important. Et oui, mais il y en a assez rare qu'on danse. Je veux dire, là, c'est vraiment la question du corps. C'était votre exigence, votre place aussi, et je pense qu'elle est véritablement unique, d'autant que, bon, on va finir en regardant Solo, c'est quelque chose de plus qui vient s'inscrire dans le temps et dans votre corps. Oui, mais je crois, personnellement, d'abord, je dis souvent, je suis plus un danseur, je suis un homme qui danse, parce que ça m'enlève la tâche de la brillance du danseur virtuose. Hein, ça ne m'intéresse pas. Alors, quand on dit qu'on est un homme qui danse, on peut être un danseur de tango argentin, on peut être Fortier qui danse là, et tout ça, ça se passe très bien. Donc, il y a ça, mais je crois à la poésie du corps vieillissant. Je crois que la charge d'expérience que l'on porte est perceptible. Quand on danse. En même temps, je refuserais de danser si je n'étais pas en mesure d'offrir au spectateur quelque chose qui est cohérent, qui est consistant et qui a du sens. Oui. Bon, ça ne m'intéresserait pas. Actuellement, ce que je fais dans Cabane, ce que je fais dans le solo 30-30, c'est exigeant, mais je pense que je suis encore capable de répondre à ces exigences-là. Et ce que je propose un homme qui a passé 60 ans qui danse. Et, bon, j'ai dansé le solo 30-30 près de 400 fois, et le retour est toujours le même. Alors, je voudrais qu'on regarde 2 derniers extraits et j'aimerais qu'on passe directement à Cabane et Solo. Et là, on va voir, c'est un extrait de Solo à Vancouver. Donc, pour mettre des images sur ce dont nous avons parlé, et ensuite nous conclurons. D'accord.
Et c'est pour ça que j'ai fait le solo 30-30, c'est justement pour proposer une pièce à monsieur, madame, tout le monde qui s'adonne à passer par là où je danse et puis qui s'arrête et puis et non l'inverse. tout à coup qui reste là une demi-heure et puis qui se disent mais j'ai jamais vu ça et puis qui se disent bon à Liège on m'appelait le fou de Liège. Il y a des jeunes qui passaient, à quelle heure ils dansent le fou. Bon, c'est éminemment sympathique. Hein, dans le sens où ça ne passe pas inaperçu, ça existe, ça s'inscrit dans le tissu urbain, et puis tout à coup, bon, même s'il faut passer par parfois les colibets ou presque, bon, il y a eu des insultes aussi, mais ça, on s'en fout, c'est pas ça. C'est pas ça qui est gagnant. Ce qui est gagnant, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'auraient jamais vu de danse, qui n'auraient jamais vu un homme danser, qui s'arrêtent et qui regardent un homme. Ça, je trouve ça. C'est votre. Oui, c'est ça. C'est aussi. Et je pense que c'est utile pour les nouvelles générations aussi. Parce que c'est une manière de faire en sorte que les gens apprivoisent l'art de la danse. En 40 ans, la danse québécoise est souvent un des produits d'exportation du Québec absolument primordial. Quel est ce lien particulier qui vous lierait plus à la France? Je pense que la France s'est beaucoup intéressée à la danse québécoise depuis assez longtemps. Il y a beaucoup de chorégraphes québécois qui tournent en France. C'est un des marchés qu'on a vraiment percé de façon importante. Et depuis, d'ailleurs, il y a, la première fois que je suis allé en France en 69, le rapport des Français aux Québécois n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un courant de sympathie assez extraordinaire entre les d'échanges dans beaucoup de domaines. Dans tous les domaines. Bon, nous, on s'intéresse beaucoup au domaine des arts, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres domaines où il y a des échanges aussi, des échanges commerciaux, bon, à toutes sortes de niveaux. Et il y a ce courant de sympathie pour la danse québécoise. Et j'ai beaucoup enseigné, à une certaine époque, j'ai beaucoup enseigné à Angers. J'ai aussi dansé en France pour un chorégraphe qui est devenu directeur d'un festival qui est maintenant à la retraite, Michel Caserta, qui a dirigé le Festival du Val-de-Marne pendant plusieurs années. Et donc, j'ai passé presque une année à danser pour lui. Ça a été une belle aventure. C'est là que j'ai rencontré, entre autres, Jacques Cardon, le dessinateur du Canard enchaîné, avec qui j'ai construit une amitié. J'ai enseigné, comme je disais, plusieurs fois à Angers. J'ai enseigné à Nancy. J'ai fait une création pour le ballet de Nancy, pour 15 danseurs. Donc, bon, j'ai fait le solo, bien sûr, le solo 30-30 à Nancy. Je l'ai fait à Lorient, en Bretagne. Je l'ai fait à Lyon, pendant la Biennale de Lyon. J'ai enseigné à l'Université de Nice comme professeur invité. Voilà. Tout ça explique sans doute que la France ait décidé l'année dernière de vous nommer chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres en 2009. Et merci beaucoup. Merci Aline. Merci à vous tous.